Écoutez, bonjour à toutes et à tous. La première émission de la série Que sont-ils devenus? Une série de web émissions initiée par Mobsport pour vous transporter dans la vie de celles et ceux qui ont fait le sport ces dernières années. Pour la première, j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer un intervieweur et de recevoir Monsieur Patrick Montel. Salut. Bonjour Patrick. On ne le présente plus, hein, Patrick, c'est la voix de l'athlétisme, la voix qui a bercé toute mon enfance et celle de nombre de jeunes à la fin des années 80 et début des années 90. Mais Patrick, c'est aussi 35 ans de carrière, 12 Jeux Olympiques, 9 d'été, 3 d'hiver, des milliers d'interviews, je pense que tu les comptes plus. Non, impossible. 2 livres, des émissions spécialisées, bref, un véritable monsieur du sport. Alors avant de commencer, je dois te faire un aveu, c'est que je suis vraiment heureux de faire la première avec toi. D'une part parce que tu es bien sûr la voix de l'athlétisme, mais parce que tu as aussi commenté les grands derbies Pau-Limoges de basket qui étaient sur Antenne 2 à l'époque. Exact. Et je pense que tu fais partie de ces gens qui m'ont donné envie de faire du sport de haut niveau parce que tu parlais tellement de ces personnes-là avec émotion que ça m'a donné envie de donner le meilleur de moi-même. Donc merci pour tout ça, Patrick. Écoute, on a préparé quelques questions, ça ne te dérange pas de te prêter au jeu? Bon, au contraire, au contraire. On va commencer par ton enfance. Est-ce que tu peux me raconter ce qu'était ton enfance, où tu habitais, tu rêvais de quoi? Ouais, plus ça, parce qu'en fait, j'ai déménagé plusieurs fois. Non, je rêvais d'être commentateur sportif. Donc dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Et je m'étais inventé un monde imaginaire, en fait, où à travers les dés et les cartes à jouer, je me faisais mes propres Tours de France et mes propres championnats de foot que je commentais et que j'immortalisais dans des cahiers à spirale grand carreau où je mettais les résultats, le classement, etc. Et le soir, avant de m'endormir, je faisais les interviews dans ma tête des vainqueurs de l'étape ou des vainqueurs des matchs. Donc j'étais très football-vélo, mais dans un monde imaginaire où je mêlais des noms inventés avec des noms de sportifs célèbres à l'époque. Je faisais une sorte de bouillabaisse de tout ça et j'étais le roi de cet espace privilégié en fait. Tu as créé le Zwift Patrick Montel Voilà, de l'époque en fait. Exactement. Et ce qui permettait à mes parents de partir en fait, de vivre leur vie et de me laisser à la maison. Et je ne me suis jamais ennuyé seul parce que tout mon espace était nourri par cet imaginaire sportif. Et ça, à partir de quel âge? 3 ans. 3 ans déjà. Donc les histoires que nous racontent nos enfants où on comprend rien, toi tu te comprenais à l'époque. Exactement, et j'ai toujours vécu avec l'as de cœur, avec le 5 de carreau, avec le valet de pique, qui étaient mes 3 cyclistes préférés en fait. D'accord. Et alors, si je fais le parallèle, ça t'empêchait pas de suivre des études? Tu étais plutôt un élève qui parlait beaucoup J'étais un élève qui effectivement était pas très bon, était moyen, mais qui avait une capacité d'élocution qui lui permettait de donner le change et de faire illusion. Je crois que toute ma vie, j'ai donné le change en fait. Et j'ai fait illusion. Alors qu'en réalité, quand tu réfléchis, tu t'aperçois que j'ai fait que brasser du vent, c'est-à-dire que je suis parfaitement inutile. Et j'ai réussi. Si, je te promets. S'il y a le moindre, non, pas du tout. Parce que s'il y a le moindre problème de survie aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées, et ben je suis la première victime puisque je ne sais rien faire d'autre que de parler. Voilà. Je suis incapable de planter un clou, par exemple. Tu vois. Ouais. Voilà. Mais cela dit, je reviens sur mon introduction. Oui, reviens sur ton introduction. Tu as donné quand même envie à des mecs comme moi de se surpasser dans le sport. Donc oui, ne serait-ce que ça a une valeur. Ça a une valeur en temps de paix. Je pense que je ne suis pas le seul. En temps de paix. En temps de paix, mais en temps de crise économique et de guerre et de tout ce qui nous menace aujourd'hui, je suis le premier à disparaître parce que je ne sais rien faire. C'est un constat qui t'émeut? Pas du tout. Je veux dire, je suis un escroc et il faut assumer l'escroquerie. Moi, je suis très heureux d'avoir été un escroc pendant toute ma vie, d'avoir donné l'illusion, d'avoir donné le change, alors que je ne sais rien faire. Bah, même si je trouve le bilan un peu... Mais c'est un bilan qui est très heureux. C'est un bilan qui est très heureux puisque j'ai vécu aux dépens des autres. Ouais. Bon, tu n'as pas fait que ça d'ailleurs. Si je reviens un petit peu, je fais un feedback. Tu as fait 7 ans d'enseignement, 5 ans d'enseignement? 8 ans. 8 ans? 8 ans d'enseignement, mais c'est encore une fois dispenser du vent.
Mais quel a été le déclic? Tiens, si on vient sur ces. On en discutait tout à l'heure, 3 ans en Afrique et 5 ans en région parisienne. Et le déclic qui t'a dit, le tiens, déclic, maintenant, c'est j'y vais. marrant que tu me parles de ça aujourd'hui, parce que je ne sais pas quand est-ce que tu vas passer ton truc, mais aujourd'hui, on est le 15 mars. Et il y a 42 ans, jour pour jour, mon pote est mort sur l'autoroute A4. Et c'est ce jour-là que ma vie a basculé et que j'ai décidé de le remplacer, si on peut dire, et que j'ai quitté l'éducation nationale. Donc ça fait exactement aujourd'hui 42 ans. C'était, tu vois, il était 11 h du matin et le ciel était bleu, totalement bleu, mais c'était pour mieux préparer le coup dur. J'ai lu dans plusieurs interviews précédentes que tu as la sensation qu'il est avec toi au quotidien. Oui, j'en suis sûr. Hein. Il est avec moi au quotidien. Alors ça a l'air débile, d'autant que je suis athée comme mes pieds, mais oui, je pense qu'il est avec moi et j'en veux pour preuve, si on cherche toujours des signes, etc., mais j'en veux pour preuve le fait que pendant des années, je dirais une vingtaine d'années, tous les ans, une personne différente que je ne connaissais pas, soit un garçon, soit une fille, venait vers moi et m'appelait par son nom. Et ça, c'est quand même très troublant. Et à tel point que je me suis demandé un jour si je ne me racontais pas des histoires, parce que je suis assez balèze aussi pour me raconter des histoires. Et j'étais heureux parce que la dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais un témoin, que j'ai toujours d'ailleurs, et qui peut attester que je n'ai pas dit de bêtises et que 20 ans ou 25 ans après la mort de mon pote, il y a quand même eu encore un mec pour venir vers moi en disant « Monsieur Duvauchel, j'aime beaucoup ce que vous faites ». C'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Mais écoute, rebondir là-dessus, c'est compliqué. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux, c'est juste ma vie, quoi. Non, mais c'est pas triste. Hein, non, c'est troublant. Voilà, c'est troublant. Justement, après ce déclic, si je ne m'abuse et si mes recherches ont été bonnes, tu arrives en 83 tout de suite sur le paysage audiovisuel. Ouais, c'est ça. Et immédiatement, lors de la création des mondiaux d'athlétisme, tu commentes. Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est marrant parce qu'on me dit souvent ça, et en fait, c'est pas vrai. Mais j'aime bien faire croire que c'est vrai. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça voudrait dire que j'ai commenté tous les championnats du monde en commençant par le premier. Le problème, c'est que je n'ai pas commenté Helsinki en 83 pour une seule et bonne raison, c'est que le titulaire du poste, c'était Thierry Roland, et que Thierry Roland, on va lui servir un café, mais on ne va pas lui prendre sa place. Donc c'est Thierry, je remets les choses à l'endroit, c'est Thierry qui a commenté les championnats du monde d'Helsinki en 83, et moi, modestement, j'ai pris le relais au deuxième championnat du monde qui avait lieu en 1987 à Rome. D'accord. Donc du coup, la transition 83-87, comment on se fait sa place? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un monde particulier? C'est un monde de brutes, c'est un monde très cruel, très méchant. C'est un monde où le gâteau a toujours la même taille et tous ceux qui veulent bouffer le gâteau sont de plus en plus nombreux. Donc forcément, il y a des coups tordus et c'est pratiquement impossible d'avoir un ami dans le métier. Donc ça, ce constat étant fait, après c'est un métier qui est formidable parce que c'est le métier de l'escroquerie par définition. Vous pouvez parler à égal avec les plus grands champions du monde alors que vous êtes parfaitement nul ou médiocre en matière de sport, ce qui était mon cas. Moi je jouais au foot, j'étais toujours remplaçant parce que personne ne voulait me mettre dans l'équipe tellement j'étais mauvais. Et je me retrouvais face à Michel Platini, à Zinedine Zidane et à d'autres en leur disant « Putain, Zizou, Michel, c'était pas terrible cette première mi-temps. » Et le mec, il te regarde et il te dit « Oui, vous avez raison. » T'en parles dans un de tes livres d'ailleurs. Ouais, avec parce Platini, que de Platini, France-Espagne, le mec, c'était le meilleur joueur du monde. Je lui dis « Michel, vous avez été mauvais. » Le mec, il me regarde, il me dit « Oui, vous avez raison. » Donc, je vais te dire, tu ressors, tu te dis « Putain, je me suis payé Platini. » quoi, alors que j'ai pas été foutu de marquer un but. Je crois que j'ai marqué quelques buts de merde quand même. J'ai marqué quelques buts de raccro dans ma vie quand même. Et mais justement, dans ce métier qui est très divers et varié, comment tu peux, est-ce que c'est à force de travail, mais on te connaît bien sûr par d'athlète. Dans l'introduction, je parlais du basket, mais tu as aussi commenté le foot à un moment donné. Le foot, le tir à l'arc, le tir à carabine 10 mètres, les championnats du monde d'escargot, je peux commenter tout. On doit être multi-passion ou on doit être... On doit être multi-commentaire. Le commentaire, c'est pas une affaire de sport, le commentaire. Le commentaire, c'est d'aimer les gens. Aimer les gens, c'est de les regarder, de les observer et de rapporter ce qu'ils font. Hier, par exemple, ou avant-hier, je sais plus, j'étais dans le métro et je voyais passer les gens défiler sur le tapis roulant à l'heure de pointe, tu vois. Et je me disais, ces gens-là, ce sont des marathoniens.
Et j'étais là avec mon téléphone et je disais, eh bien c'est parti pour le marathon du RER, etc. Et je voyais ces gens qui défilaient, qui allaient dans un sens, dans un autre, et j'avais envie de commenter ce qu'ils faisaient. Donc ça n'a rien à voir avec le sport, c'est juste d'aimer les gens. Et alors on peut commenter tout ce qu'on veut. Je peux commenter ici le plateau, tu vois, avec tes mains croisées, avec ton truc, je peux tout commenter. Ça n'a rien à voir avec le sport. Le sens de l'observation. C'est juste d'aimer les gens. Il faut aimer les gens. C'est pas évident pour tout le monde. Il faut aimer les gens. Pour toi, aimer les gens, c'est inné pour toi? Non, c'est pas inné, mais c'est ma passion. Moi, je regarde les gens. Mon truc que je kiffe à fond, c'est d'être à une terrasse de café et de regarder les gens qui passent et d'imaginer ce que ces gens ont dans la tête au moment où ils passent devant moi. Et c'est un roman qui n'en finit jamais. Et là-dessus, ton imaginaire travaille et tu échafaudes plein de choses, je veux dire. Alors aujourd'hui, tu ne peux plus le faire parce que c'est mal vu, tu prends 6 ans avec un bon avocat, mais combien de fois à la terrasse d'un café, j'ai rêvé que c'était la femme de ma vie qui passait devant moi, tu vois, voilà. T'as imaginé le mariage derrière? Non, j'ai juste, ça va pas plus loin, mais c'est juste d'imaginer que peut-être en passant devant toi, à un moment, parce que son mouchoir est tombé ou je sais pas quoi, elle va se retourner, nos regards vont se croiser, et voilà. L'histoire va s'écrire. Et l'histoire va s'écrire, ouais. On a le droit on peut faire encore ça, je crois, sans évoquer les on peut encore le faire. Je sais pas, des fois je me pose des questions. Je me rappelle, je continue toujours sur ton parcours. Hein. On pourra faire des allers-retours, il n'y a pas de problème. Je me rappelle de votre trio magique là, avec Bernard Faure et Nelson Montfort au début des années 90. Ouais, il y a un intrus là. Il y a un intrus? Ouais. Par rapport au trio magique, tu parles? Voilà, c'est par rapport à la magie du trio. Mais quand Bernard quitte le trio, quelque part, en 2008, je crois que c'était en soutien à la cause... Non, c'est encore... Non, ça c'est... Alors, en 2008, Bernard Faure est le seul courageux, à ma connaissance, à boycotter les Jeux Olympiques de Pékin pour prendre la défense des Tibétains. C'est le seul, il n'y en a pas eu d'autres. Mais il reste avec nous jusqu'en 2013. Et en fait, son dernier reportage, c'est les championnats du monde à Moscou en 2013. Et il s'attire les foudres justement de l'univers quand il prend cette position-là? Non. C'est respecté? Oui, je pense que Bernard, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses décisions à la légère et qui est capable de les expliciter à la personne qui l'appelle pour lui dire mais alors est-ce qu'on peut avoir une interview, monsieur Faure, etc. Vous êtes le seul à boycotter les Jeux, etc. Il lui a dit, écoutez, revenez dans 2 mois. Si dans 2 mois, ça vous intéresse toujours, je vous répondrai. Évidemment, 2 mois après, le buzz était passé et personne ne l'a jamais appelé. Donc Bernard, c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour savoir quand est-ce que le moment est opportun pour s'exprimer. D'accord. Alors, dans ta carrière, on te connaît bien sûr sur le commentaire, mais je crois que tu avais animé sur Europe 1 une émission sur le sport, plein de petites choses en dehors. Ouais. Hormis le commentaire qui t'anime, hein, je l'ai bien senti et on te connaît pour ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer tout le métier journalistique? Tu as un truc qui est extraordinaire dans le journalisme, qui est malheureusement sous-évalué, mais qui est vraiment le ferment même du métier, c'est le reportage. Et faire un reportage, c'est aller dans le monde entier à la rencontre de gens, de civilisations, de religions, etc., que tu n'as pas la chance d'aborder chez toi. Et donc moi j'ai eu cette passion du reportage qui s'apprend, et j'ai découvert des gens absolument exceptionnels que seul le métier m'a permis de connaître. Donc pour moi, le noyau dur du journalisme, c'est pas la présentation, c'est pas le commentaire, c'est le reportage. Et justement, alors reportage qui soit vidéo, audio, peu importe ou écrit, ouais. Notamment dans ton livre Mes héros des JO, tu parles des plus grands, mais aussi des gens un peu moins connus. Et qui sont infiniment plus grands que les plus grands. Et je sens cet aspect-là avec toi. Malgré tout, lorsqu'il t'est arrivé ce qui t'est arrivé au moment de l'éviction de France 2, on t'a reproché de ne pas aimer les athlètes, de pas... Oui, mais bon, comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu très mal parce que je ne sais pas si tu as déjà été amoureux dans ta vie. Si, je le suis encore, sinon je vais prendre un carton. Non, mais quand je parle d'être amoureux dans ta vie, oui, d'être dingue, si je le souhaite. Et c'est une histoire d'amour qui se termine. Alors, tu ne m'as pas laissé terminer, mais que tu as été amoureux dans ta vie et que cette histoire s'est terminée à un moment ou à un autre. Et lorsque tu as connu ça, la déchirure est si profonde
que tu peux pas en sortir indemne. En revanche, lorsque tu as pris de la distance, lorsque tu t'es aperçu que la femme de ta vie, celle que tu croyais être la femme de ta vie, en fait avait pris un autre chemin, qu'est-ce qui te reste de cette femme? Il te reste les bons moments. Et cette femme, c'est France Télévisions. Moi, j'ai été amoureux comme un fou de France Télévisions. Je suis toujours resté fidèle à France Télévisions. Et quand elle m'a plaqué, j'ai souffert énormément. Mais une fois que la douleur est passée, je me suis rappelé des bons souvenirs. Et aujourd'hui, je ne me rappelle que des bons souvenirs. Et je dois dire que je remercie France Télévisions parce qu'elle m'a offert la plus belle histoire d'amour de ma vie. Bah écoute, là encore, c'est compliqué de rebondir dessus, mais je pense qu'effectivement, c'est la vérité. Je veux dire, moi, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé. Je sais que c'était pas beau, mais est-ce qu'on peut plaquer un mec en étant beau? Je pense pas. Je pense que quand tu veux pas entendre la vérité, il y a un moment où il faut te la faire rentrer de gré ou de force. C'est ce qu'ils ont fait. En imaginant des trucs, mais peu importe, je veux dire, pour eux l'histoire elle était finie, pour moi elle continuait, donc c'est ça le problème. Il faut être deux pour que ça continue. Bah malheureusement ouais, si tu veux, ouais. Mais bon, ils m'ont permis de rebondir, c'est déjà pas mal, et je suis tombé amoureux d'une autre femme, à laquelle je dois tout, même si elle n'est pas restée longtemps avec moi, elle s'est lassée un peu vite de moi, mais je lui dois aujourd'hui ma deuxième vie. Alors je sais pas si c'est une femme ou une demoiselle, je ne sais pas, mais c'est Madame Covid. Madame Covid m'a sauvé. Et elle m'a sauvé parce qu'elle a arrêté tous les événements sportifs. Le jour où j'ai été viré de France Télévisions, le Covid est arrivé. Et comme s'il voulait me protéger, il a dit stop! Plus de Jeux Olympiques, plus de championnats du monde, plus de matchs de foot, plus de matchs de rugby. Respectez Monsieur Montel. Je me suis dit merci, c'est sympa, on ne se connaît pas, machin. Et du coup, elle m'a permis de repartir de l'avant. J'ai sorti les vieilles vidéos, tu sais, celles des temps anciens. Les gens qui étaient frustrés parce qu'il n'y avait plus d'actualité sportive se sont jetés sur ces vidéos-là. Ils ont redécouvert Marie-Josée Pérec, Marc Raquil, la victoire de Limoges en Coupe d'Europe de... Coupe Corac. Non, je parle en coupe des clubs champions, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, contre le Benetton. Non, c'était pas la Corac. C'était pas la Corac. Non. Contre le Benetton Trévise, non, avec l'intervention de l'interception de Fautou sur non, tu te trompes, c'est Fred Forté. De Fred Forté. Alors, Fautou, c'est pour Fred, paix à son âme à Fred. Ouais. Donc la Covid m'a permis de ressortir toutes les vieilleries du grenier, tu vois. Les gens ont kiffé, j'ai lancé Radio Montel, on a commencé par un petit 10 000 péniblement, et aujourd'hui on est à 330 000. Donc, merci Madame Covid. 330 000, et je rebondis dessus, ce sera une des questions suivantes. Ouais. 330 000 et en plus vraiment une communauté qui te suit. Quoi. Et une communauté qui suit parce que j'étais un mec qui était très clivant à l'antenne. Comme j'avais une grande gueule, il y avait 50% des mecs qui pouvaient me voir et 50% des mecs qui ne pouvaient pas me voir. Quand je dis mec, j'englobe aussi les filles. Et là, avec le trail, je dis pas que je suis à 100% parce que ce serait quand même un peu exagéré, mais je tends vers. Et ça, c'est un truc incroyable. Tu arrives vers les gens sont contents de te voir, quoi. Je veux dire, tu dis non, c'est moi là, oui, c'est vous. Putain, ça réchauffe le cœur, quoi. C'est un truc que tu n'as pas avec les athlètes, parce que les athlètes que j'aime beaucoup, ils sont pas souvent reconnaissants. Alors que ces gens-là que tu vas voir, monsieur, madame, tout le monde, que tu vas voir sur les trails, ils sont reconnaissants. Ben, ça se voit aussi là, dans la relation humaine que tu peux avoir sur Radio Montel. Quand si vous avez l'occasion, vous pouvez. Il faut y aller. Hein. Je veux dire, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit en plus. C'est totalement gratuit. Et justement, cette communauté a initié une pétition à l'époque. Il y a quoi? Il y a 6-8 mois. Ouais, je sais pas. Ouais. Ça m'est tombé dessus, un mec que je connaissais pas, qui me dit j'ai lancé une pétition pour que vous reveniez commenter les Jeux Olympiques et tout. C'est impossible. Je veux dire, une histoire d'amour, tu vas pas revenir, c'est ridicule. Je sais pas si tu as recommencé. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais tombé amoureux red dingue d'une nana, ça s'est terminé. J'ai essayé de repartir avec elle. C'est plus pareil. Ça le fait pas. Là, c'est pareil. Si je me retrouve à France Télévisions, admettons que ce soit possible, ça serait pas ça. Donc, j'ai pas voulu le décourager parce que c'était gentil ce qu'il a fait. Mais il y a quand même 47 000 mecs qui ont... Ce que j'allais dire, on n'est pas loin des 50 000. Ouais, donc j'aurais dû leur dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui n'empêche pas que je vais commenter les Jeux, mais pas sur France Télévisions. Alors justement, tu vas les commenter comment et où? J'ai été très impressionné par Antoine de Maximi,
qui a lancé un programme très original qui est J'irai dormir chez vous. Et je trouve que c'est incroyable, c'est une très belle idée. Et bien moi, ça va être J'irai commenter chez vous. J'irai commenter chez vous les grands moments des Jeux Olympiques, mais pas n'importe quel chez vous. J'irai commenter chez des gens qui, quelque part, sont privés des Jeux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette grande fête olympique, elle concerne la France, mais pas toute la France. Il y a des gens qui sont privés des Jeux. Par exemple, le mec qui va bosser, le mec qui bosse, l'enfant qui est à l'hôpital, qui est malade. Je vais dire, je vais pas vous en... Mais j'ai toute une liste de gens qui sont exclus des Jeux Olympiques et peut-être qu'en m'invitant chez eux comme ça à l'improviste, je vais leur transmettre un peu de l'émotion que moi j'ai en surplus, parce que j'ai toujours un surplus d'émotions. J'en ai tellement à l'intérieur que j'en prends un gros paquet, mais il m'en reste toujours un petit bonus. Et ben ce bonus-là, j'ai envie de l'offrir à l'enfant malade, j'ai envie de l'offrir au policier qui est de permanence, des choses comme ça, quoi. Tu vois. Écoute, j'imagine que tu seras fortement sollicité, mais nous, on travaille également avec un foyer de résidents déficients mentaux qui avait pour but d'être bénévole aux Jeux Olympiques, et ça peut pas se faire. Et bah donc, écoute, si jamais tu veux revenir ici, tu me dis, je veux dire, Paris-Compiègne, tu vois, ça se fait quand même, je pourrais pas... Je pense que tu feras des heureux et des heureux sincères. Je connais un ancien coureur de 5000 et 10 000 qui le fait tous les jours à pied. Ah ouais? Ouais. Pareil, non, c'est des conneries, mais il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Tu l'as dit avec tellement de... que je l'ai cru. Alors les JO, justement, bien sûr le commentaire, mais ça représente quoi pour toi aujourd'hui? Et quels sont les enjeux? Ah, les enjeux des Jeux Olympiques, il y a deux choses. Il y a le regard de l'enfant et il y a le regard du prof d'éco. Le regard de l'enfant, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Le fait de vivre les Jeux dans mon jardin, alors que j'en ai vécu déjà 12 à l'extérieur de mon jardin, c'est un truc de ouf, quoi. C'est quelque chose que j'aurais jamais cru possible de mon vivant. Ça, c'est les yeux d'enfant. Après, si je regarde en tant que prof d'éco, c'est quand même un sacré gros business. Et ce business-là, je me pose la question de savoir s'il est adapté à notre planète d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on danse pas alors que la planète brûle vraiment? Donc je veux dire que ça fait peut-être vieux con de dire ça, mais c'est des choses qui me concernent et que je ressens à l'intérieur de moi. Donc je suis un peu schizophrène, un peu comme dans ma vie de commentateur, où je suis à chaud, je suis hyper chaud, hyper motivé, hyper heureux. Et lorsque je prends de la distance, je réfléchis un petit peu et ce sentiment-là est un peu atténué. Alors justement, on va passer aux questions maintenant qui vont te faire un peu bondir. Vas-y. Non, on va commencer calmement. Non, mais j'aime bien les questions un peu, tu vois. Bon, on commence calmement. L'athlète qui t'a le plus marqué, et pourquoi? Ce serait lequel? L'athlète ou la personne? Alors, on dit c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Mais tu réponds aux deux questions alors. L'athlète, c'est Marie-Jo. Ouais. Parce que c'est la femme de ma vie que j'ai jamais épousée, mais j'ai épousé sa carrière. Donc, et c'est une athlète absolument hors norme. Et je souhaite qu'elle allume la vasque, et si elle n'allume pas la vasque olympique, je dirais que c'est un scandale. Donc voilà, les choses sont placées. Après, la femme, c'est Sarah Etonguet, que vous ne connaissez pas, qui est une championne de course à pied, de course en montagne au Cameroun, qui a 9 enfants, et qui a réussi la performance de gagner plusieurs fois de suite l'ascension du Mont Cameroun, qui est l'ascension la plus compliquée du monde. Et elle l'a fait en sandales de plage parce que son quotidien, c'était d'aller chercher du bois dans la montagne pour faire la cuisine pour ses enfants. Donc elle était parfaitement entraînée pour ça. Et cette femme a marqué ma vie. Et malheureusement j'ai toujours essayé de m'expliquer avec elle et de m'excuser parce qu'elle a voulu me donner sa fille, qui était son aînée, et c'était la seule de la famille qui savait lire et écrire. Et je lui ai dit, Sarah, je ne peux pas prendre ta fille parce que ça ne se fait pas comme ça. En France, on ne donne pas les enfants, etc. Et j'ai vu dans ses yeux sa déception. Et c'est la dernière image que j'ai d'elle, c'est l'image d'une femme qui était déçue. Et je regrette, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je pense souvent à Bernadette, d'ailleurs, qui était sa fille aînée, que j'aurais aimé prendre sous mon aile, mais c'est pas possible. Bien. Là encore, à chaque fois quand tu reposes un petit peu d'émotion, c'est complexe. Oui, mais c'est un métier, ça. Oui. Alors l'interview que tu as menée et qui t'a le plus marqué? C'est l'interview de Magic Johnson, qui était un grand meneur de basket, tu as connu? Bien sûr. Et Magic avait le sida, et j'ai eu la chance d'être l'un des premiers à parler de la maladie avec lui. Il était invité à la mairie de Levallois, et j'ai eu la chance de rencontrer Magic. Et j'ai vécu un moment complètement magique
où pendant 20 minutes, on a conversé comme si on était les meilleurs amis du monde. Et cette interview-là, elle est restée à jamais gravée dans mon cœur. Et le jour où on a dit, alors je ne sais pas, que les traces du sida avaient disparu chez Magic Johnson, j'ai trouvé que c'était... qu'il le méritait vraiment. C'était un mec qui était... Autant Michael Jordan était infect, autant Magic Johnson était est toujours quelqu'un d'exceptionnel. Il vient souvent en France d'ailleurs. Magic? Ouais, et souvent du côté de Monaco. Donc si jamais tu veux passer tes vacances et Ouais, il ne se rediscuter souviendra avec lui. pas de moi, hein, mais moi je me souviens de lui. Hein. Alors là, on rentre effectivement dans les questions. Je me rappelle d'une interview, je crois que c'était 2017, hein, quand Neymar arrive Oui. au PSG. Oui, où je Tu es dis... sur le plateau. Oui, Et... oui, je persiste et je signe. Je dis que les salaires des footeux sont démesurés, des grandes stars sont démesurées, qu'il faudrait avoir un peu plus de justesse dans les salaires, qui gagnent très bien leur vie, j'en suis intimement persuadé, que leur carrière soit courte, j'en suis intimement persuadé, mais trop c'est trop, et je pense, j'avais dit à l'époque qu'on pouvait, avec le salaire de Neymar, construire un lycée, et je pense que aujourd'hui l'éducation nationale en France est en telle déliquescence qu'effectivement on aurait intérêt à construire des lycées, et surtout à permettre aux éducateurs de transmettre les bonnes valeurs. Mais tu sais, c'était pas tant le fond de ta pensée, c'était quand tu le regardes à tête reposée, les têtes médusées qu'il y a autour de toi. En fait. Bah oui, forcément. Est-ce qu'il y a une sorte de chape de plomb qu'on ne doit pas franchir lorsqu'on est à la télé Bien sûr. Quand tu es... tu sais, aujourd'hui, les télévisions achètent les droits. Donc, pour avoir le droit de bosser, il faut payer. Donc là, par exemple, pour les Jeux Olympiques, tu as Eurosport et France Télé, et les autres, ils n'ont pas le droit aux images. Ou alors, il faut qu'ils les achètent, enfin bref. Mais en tout cas, si tu n'es pas à France Télé, si tu n'es pas à Eurosport, tu ne commenteras pas les images. Donc, alors après, une fois que les chaînes déboursent ça, bah, il y a quelque part une forme d'autocensure en disant je ne vais pas cracher dans la soupe, tu vois. Et c'est vrai qu'on m'a reproché, enfin... Le mec qui m'a viré après d'ailleurs m'a reproché d'avoir craché dans la soupe parce qu'on faisait la Coupe de la Ligue et que Neymar était susceptible un jour de jouer dans l'équipe du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Bon, il ne savait pas que Neymar allait se blesser quasiment pendant 90% de son temps au PSG. Mais ce reproche-là m'a été fait. Ouais. Et donc en 2021, après 35, 37 ans de mariage, 32, ouais, je ne sais plus, mais ça a duré. Ouais. Arrive ce qui t'est arrivé, dont on a déjà parlé, donc ouais. C'était pour le soutien notamment à Clémence. À Clémence Calvin, qui a repris la compétition au marathon de Barcelone et qui a réussi un 2,31 pour sa reprise. Ça n'a pas été souligné, mais après 5 ans d'arrêt, 2,31 au marathon, c'est pas mal. Ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal. Et donc, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Finalement, tu avais juste dit à l'époque, stop, on arrête de tirer sur l'ambulance. Alors, on arrête de tirer sur l'ambulance, elle va payer, elle a triché. Elle va payer suffisamment cher, elle a pris quand même 5 ans, c'est pas mal. Et il y a des mecs qui disent, c'est extraordinaire, il y a des mecs qui disent, ouais, il faut qu'elle soit suspendue à vie. Ah bon, d'accord. La peine de mort aussi, non, on peut lui couper la tête aussi, c'est bien. Enfin, peu importe, donc il y a ça. Et puis, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Non, après, c'était grosso modo tout le monde qui tombe dessus. Et j'ai dit la deuxième chose, Voilà, j'ai dit... Le dopage, je le redis aujourd'hui d'ailleurs, le dopage est consubstantiel du sport de haut niveau. Et les mecs ont dit, Montel a dit, tous les sportifs sont dopés. Il faut qu'ils retournent à l'école, ces gens-là. Il faut qu'ils retournent à l'école. J'ai jamais dit ça, je ne dirai jamais ça. Je sais très bien, j'en connais déjà deux, Bernard Faure et Stéphane Diagana, et il y en a énormément d'autres qui sont propres. Mais le dopage est consubstantiel du sport de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un gamin, le dopage est une tentation à laquelle il est difficile de résister, d'autant qu'il y a des gens qui ne se dopent pas, mais qui profitent du gamin, qui ont tout intérêt à ce qu'il se dope. Voilà ce que j'ai dit. Pour gagner de l'argent. Pour faire du fric sur le dos du mec, bien sûr. Parce que les gens, ils sont quand même formidables. Quand même, tu as des gens qui vont profiter du fait qu'un gamin se dope, eux sans se doper. Donc eux, ils ne mettent pas leur vie en péril. Et le gamin qui a 20 ans, 25 ans et qui va peut-être mourir à 40 ou 45 ans, si tu lui dis tu vas mourir à 40 ou 45 ans, le mec il fait j'en ai rien à foutre. Je veux dire, je serais un vieillard à 40 ans. Sauf que quand tu arrives à 40 ans ou 45 ans, tu sais très bien que tu n'es pas un vieillard. Mais tu t'en rends pas compte à 20 ans. Et tu t'en rends pas compte à 20 ans.
Et donc en 2021, là, quand tout le monde te lâche, enfin en tout cas... Ouais, tout le monde, tu peux le dire. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se dit le Patrick Montel dans sa tête? Bah, il se dit qu'il a bien vécu, mais qu'il y a un moment où il faut regarder les réalités en face. Et les réalités en face, c'est que dans ce métier qui est absolument passionnant, qui est absolument génial, la notion d'amitié et de bienveillance est quasiment inconnue. Voilà, après tu comptes sur les doigts d'une main les mecs qui te rappellent, mais ça fait du bien. Ça fait très mal dans un premier temps, et ça fait beaucoup de bien dans un deuxième, parce que tu as tendance à te faire quelques illusions. Tu vois, il y a des mecs avec qui je partais en vacances, par exemple, je partais en vacances avec leur famille, etc. Bah, du jour au lendemain, tu n'as plus de nouvelles de ces mecs-là. Donc, ça remet, comme on dit, l'église, la mosquée ou la synagogue au milieu du village. Je comprends. Et donc, on se reconstruit en créant Radio Montel. Comment devient cette idée? Radio Montel, peut-être pas qu'avec Radio Montel d'ailleurs. Mais on se reconstruit avec la famille en fait. Ouais. Avec les enfants dont tu t'es pas occupé, parce que tu avais Stade 2 et tu avais les championnats du monde et les Jeux Olympiques, et tu n'as pas vu grandir tes gosses, sauf que tes gosses aujourd'hui ils sont là. Donc tu te reconstruis avec tes gosses, et puis tu te reconstruis avec la toute petite poignée de gens qui te sont restés fidèles et qui sont tristes de te voir au fond du trou. Donc ces gens-là vont t'aider à remonter la pente. Et puis il y a Madame Covid, que je connais pas, pour qui j'avais aucune tendresse, et qui m'a sorti de l'eau, qui m'a tendu la main, quoi. Et à ce moment-là, parce que tu parles de tes enfants, tu regrettes d'avoir tout donné Non, parce que la passion, ça bouffe tout, quoi. Non, je regrette rien, mais je me dis, j'ai pas été cool avec eux, quoi. Je veux dire, j'ai pas fait Noël, j'ai pas fait les grandes vacances, mais bon, alors je leur ramenais des trucs de voyage, quoi, tu vois, mais ça suffit pas. Hein. Une meilleure compensation. Ça suffit pas. Donc Radio Montel, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais c'est quand même l'objet aussi pour te remercier de nous accorder cette interview. Pour toi, tu crois que la force de Radio Montel va te permettre de te refaire une place? Tu as envie de te refaire une place? Je crois que j'ai déjà une place. Je crois que j'ai montré que j'étais capable de rebondir. Tu sais, il y a tous les copains qui ont été virés comme moi. Ils ont du mal à, quand tu regardes, je ne vais pas citer de nom parce que ça n'a pas de sens, mais ils ont du mal à s'en remettre, et quelque part ils tombent dans l'oubli, si tu veux, et ils disparaissent. Et ils attendent tranquillement la fin, en fait. Et moi j'ai rebondi, et je suis vachement content parce qu'aujourd'hui j'ai plus aucun problème vis-à-vis des gens de France Télé. J'ai zéro problème, je suis très heureux qu'ils soient bien, j'ai aucun problème. Mais je suis heureux d'avoir trouvé une autre place, en fait. Et cette autre place, j'ai piqué la place de personne. C'est juste quelque chose qui n'existait pas, que j'ai créé. Et donc, je prends la place de personne. Et ça me fait plaisir. Parce que tu vois, s'il y a un truc que je regrette, un seul truc que je regrette, c'est le jour où Patrick Chen m'a donné le basket, il l'a retiré à Bernard Père, et qui était le commentateur emblématique du basket. Et ce jour-là, j'ai dit à Chen, je lui ai dit, écoute, je réserve ma réponse, je vais d'abord demander à Bernard ce qu'il en pense. Je me suis retrouvé face à face avec Bernard qui perdait sa raison d'être, en fait. Et je lui ai dit, écoute Bernard, voilà, on vient de me proposer de prendre le basket. Si tu me dis non, j'y vais pas. Et Bernard Père, qui était un mec très, très spécial, j'avais pas de sympathie particulière pour lui, m'a regardé, il m'a dit non, tu peux y aller. Et ce jour-là, ça m'a servi, j'ai pris le basket. Et aujourd'hui, je me dis, il a été tellement classe par rapport à ça que j'aurais dû aussi refuser ça. J'aurais dû refuser, ça aurait peut-être fait jurisprudence, et en tout cas, j'aurais été mieux dans ma peau que je l'ai été après, lorsque j'ai piqué la place d'un mec qui n'avait pas démérité, mais qui était juste plus dans l'air du temps. Mais ça, ce sont les règles peut-être du milieu qui te forcent. Oui, mais tu n'es pas obligé d'être un EN avec quelques points de suspension, tu vois. Tu n'es pas obligé dans la vie. Tu peux aussi te regarder dans la glace quand tu te rases le matin. Il y a des mecs qui se coupent le matin, hein. Donc moi, j'essaye de faire attention. Des fois, je me coupe. Tu vois, ce matin, ça a été. Justement, on arrive aux questions un peu plus philosophiques. Ouais, j'adore, c'est mes préférés. Écoute, en 35 ans de sport, tu as dû voir le monde du sport évoluer, ouais. Sur médiatisation, argent, j'en passe. Ouais. C'est quoi ton regard? C'était mieux avant? Il y a encore de l'espoir? Il faut faire la différence entre le sport hyper professionnel, qui aujourd'hui est complètement codifié, formaté, etc., et qui tend vers une spectacularisation, et ça va être de pire en pire. Donc il faut faire la différence entre ça et le sport
amateur, qui lui reste un terrain d'expression, de tolérance et de partage qui est extraordinaire. Donc il faut faire la différence entre les deux. Ce que je faisais peut-être pas quand j'ai commencé le métier, maintenant je fais complètement cette distinction et aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise dans le sport amateur, dit amateur, même si c'est des semi-pros, des mecs qui passent beaucoup de temps à l'entraînement, plutôt que dans l'hyper-professionnalisation du sport où tu n'as plus aucun contact avec les mecs, parce que les mecs ils touchent plus terre, ils ont des agents, ils ont tout ça et tu n'arrives même pas à les approcher, quoi. Donc tu vas avoir vraiment un sport à deux vitesses avec une dichotomie entre... C'est deux choses différentes. Il y en a un, c'est du spectacle, avec de la performance, mais c'est du spectacle. Et l'autre, c'est un effort sportif qui se base sur certaines valeurs qui me sont chères, qui sont la bienveillance, la solidarité, le partage. Ces trois choses-là, ces trois valeurs-là ne sont plus nécessairement présentes dans le sport hyper professionnel. Et pendant un temps, quand Pistorius avait été un peu sorti du bois, là, quelque part, il y avait même une réflexion, je crois que c'est sur l'équipe à l'époque, avec la création d'un championnat dopage mécanique, dopage bio, etc., la création d'un championnat sport pro, et puis finalement... On peut imaginer ce qu'on veut, parce qu'il va avoir aussi des mutations génétiques, il va avoir plein de choses, etc. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis plus à l'aise sur les sentiers avec monsieur et madame tout le monde. C'est l'authenticité. Ouais, ce qui n'empêche que je vais quand même prendre mon pied en commentant la finale du 100, tu vois, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc là, du coup, tu es schizophrène ou totalement schizophrène, totalement schizophrène. À chaud, je me laisse déborder par mes émotions. À froid, je réfléchis. Et il se passe un temps entre les deux. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es un homme libre? Je ne sais pas ce que c'est la liberté au sens de Sartre. C'est le néant. Donc oui, je pense que je suis libre au sens de Sartre, c'est-à-dire je pense que il y a de vérité que dans le néant. Et moi je me perds dans des choses qui m'empêchent d'être totalement libre. J'ai encore besoin du regard des autres, j'ai encore besoin de toutes ces choses-là. Et dans ce sens-là, je ne suis pas libre. Mais si je me projette vers le néant, oui, je pense que j'ai déjà cette clé-là pour atteindre une certaine forme de liberté. Ouais. Bon, tu as parlé tout à l'heure de l'épisode basket avec Bernard Terre. Mais Oui. si tout était à refaire dans ta vie, tu referais exactement pareil? Non, surtout pas. Si je pouvais refaire la vie, j'inviterais mon pote à dîner le 14 mars 1982. Je lui bourrerais la gueule, mais d'une manière absolument éhontée. Il ne pourrait pas prendre sa voiture le lendemain. Et moi, je serais prof dans je ne sais quel lycée. Et lui serait aujourd'hui quelqu'un de très important dans le domaine qu'il aurait choisi d'être. Soit dans le domaine de la littérature, soit dans le domaine du sport, soit dans la politique, je ne sais pas. Mais mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir bloqué le 14 mars. Ouais. Il dirait quoi le Patrick de un peu plus de 70 ans maintenant? 71. Au petit Patrick de 3 ans qui racontait ses histoires. Alors je lui dirais ce que je dis à tout le monde, de ne jamais écouter les bons conseils de ceux qui ne savent pas ce que c'est que la passion, de ceux qui ont peur de l'émotion, qui disent que l'émotion est une mauvaise conseillère. Je leur dirais de ne jamais écouter ces oiseaux de mauvais augure et de se dire toujours dans sa vie, d'abord de se dire qu'on n'a qu'une seule vie, que je ne crois pas à l'au-delà, à toutes ces conneries, et leur dire surtout, ne renonce jamais à tes rêves. Quoi qu'il arrive, ne renonce jamais à tes rêves. Voilà ce que je dis. Bah écoute, la dernière question, c'était est-ce que tu as un conseil en matière de vie professionnelle ou de vie au sens J'en large? ai un. Il tient en 2 mots. Alors peut-être. Eh ben écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, Patrick. Et puis j'espère que cette première émission en engendrera d'autres. Je te le souhaite. Et puis sans prétention aucune, mais simplement pour vivre des moments entiers comme on a pu vivre aujourd'hui. Je te remercie. Merci à toi.